Bonjour à tous, amateurs d'histoire profonde sur des personnes qui ont marqué le monde à jamais. Aujourd'hui, embarquons ensemble pour un voyage émouvant à la découverte de la vie de Renaud, une légende de la musique française, un poète des rues de Paris, une voix rauque qui a touché le cœur de millions de personnes. Si vous ne l'avez jamais entendu parler, ou si vous ne le connaissez qu'à travers des mélodies immortelles comme Mistral gagnant ou Laisse béton, voici l'occasion de mieux comprendre cet homme qui a vécu une vie pleine de passion, de rêves et même de blessures. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires marquantes, car ensemble, nous tournerons chaque page de la vie de Renaud, une étoile brillante, mais aussi marquée par les ténèbres de la célébrité. Renaud Pierre-Manuel Séchant, né le 11 mai 1952 dans le 14e arrondissement de Paris, est l'un des chanteurs, compositeurs et acteurs les plus célèbres de France. Au sommet de sa carrière, il était une icône de la chanson française, avec sa voix rauque caractéristique, ses paroles rocambolesques et son style rebelle. Avec 26 albums et près de 20 millions de disques vendus, Renaud est devenu un incontournable de la culture musicale française, créant des chansons à la fois humoristiques, profondes et rebelles. Des chansons comme Dès que le vent soufflera, Morgane de toi ou Mistral gagnant sont non seulement des tubes, mais aussi des histoires de vie, d'amour et d'injustice sociale. Il se surnomme lui-même le chanteur énervant en raison de ses paroles acerbes, critiquant la bourgeoisie et les injustices de la société française. Mais qu'est-ce qui a poussé un homme au sommet de sa gloire à affronter une tragédie personnelle aussi profonde? Que s'est-il réellement passé dans les coulisses de la célébrité de Renaud? La vie de Renaud était comme un coup de vent sur l'océan, féroce, libre, mais aussi semé d'embûches inattendues. Il était un phare de la résistance, un poète des rues parisiennes qui utilisait la musique pour défier l'autorité et célébrer les travailleurs ordinaires. Mais cette gloire avait un côté sombre. Les tempêtes de la célébrité, la pression sociale et les problèmes personnels l'ont constamment plongé dans l'obscurité. Ses luttes contre l'alcoolisme, ses deuils personnels et les moments où il s'est senti oublié par le public qu'il aimait autrefois ont façonné Renaud en une personnalité à la fois forte et fragile. La question est, qu'est-il réellement arrivé à cet homme qui a autrefois fait vibrer la France entière? Et comment comprendre son parcours émotionnel? Ce récit a pour but de vous emmener dans l'univers de Renaud, où vous découvrirez un homme qui était non seulement une star de la musique, mais aussi un guerrier des idéaux, un père, un mari et une âme qui a toujours cherché un sens aux tempêtes de la vie. Préparez-vous à embarquer pour un long voyage, où vous découvrirez son enfance tumultueuse, les premiers pas de sa carrière et les sommets qui ont fait sa renommée. Ensemble, nous découvrirons ce qui a poussé une star comme Renaud à affronter de si grands défis et quel héritage il a laissé au monde. Renaud Pierre-Manuel Séchant est né dans une famille bourgeoise du 14e arrondissement de Paris. Mais son enfance n'a pas été aussi paisible qu'on pourrait l'imaginer pour un garçon grandissant dans la capitale française. Sixième d'une famille de 8 enfants, Renaud a grandi dans un appartement exigu, où lui et sa famille vivaient avec ses grands-parents dans un immeuble d'enseignants. Son père, Olivier Séchant, était professeur d'allemand et auteur de romans policiers et de livres pour enfants, tandis que sa mère était issue d'une famille de mineurs du Nord-Pas-de-Calais. Bien que sa famille appartienne à la classe intellectuelle, les difficultés financières et les conditions de vie précaires ont fait de l'enfance de Renaud une enfance de privation. L'un des plus grands traumatismes psychologiques de l'enfance de Renaud fut la perte émotionnelle de sa famille. Bien qu'on ignore tout du divorce de ses parents, les occupations de son père, enseignant et écrivain, créèrent une distance invisible entre lui et son père. Sa mère, femme forte, mais souvent accablée par la charge de 8 enfants, ne pouvait pas consacrer beaucoup de temps à chacun d'eux. Renaud, d'une personnalité sensible et rebelle dès son plus jeune âge, se sentait souvent seul chez lui. Il confia un jour que son enfance, bien que remplie de moments heureux avec ses frères et sœurs,
était aussi ponctuée de moments où il se sentait abandonné, comme si personne ne comprenait vraiment ses pensées et ses sentiments. Pour faire face à cette situation difficile, Renaud apprit très tôt à être indépendant. Dès l'âge de 10 ans, il commença à écrire des nouvelles et des romans sur la machine à écrire de son père, une façon d'échapper à la réalité et de rechercher la reconnaissance. Cependant, ses études ne furent pas de tout repos. Élève indifférent et enclin à s'opposer à l'autorité, Renaud fut souvent réprimandé par ses professeurs pour son attitude rebelle. En 1968, à l'âge de 16 ans, il participe aux manifestations étudiantes à la Sorbonne, un tournant dans l'histoire de France. Ces événements façonnent non seulement la pensée politique de Renaud, mais aussi sa passion pour la musique et la poésie, qui lui permettent d'exprimer son mécontentement face à la société. Pour arrondir ses fins de mois, Renaud cumule les petits boulots durant son adolescence. Il travaille comme commis dans une librairie à Paris, où il a accès aux livres d'écrivains célèbres tels que Jack Kerouac et William Burroughs, qui deviendront plus tard de grandes inspirations pour lui. Il s'essaie également au busking dans les rues de Paris, transportant une vieille guitare et chantant des chansons de sa propre composition ou de celles de musiciens comme Bob Dylan, traduites en français par Hugues Aufray. Ces concerts lui permettent non seulement de gagner un peu d'argent de poche, mais aussi de perfectionner son sens de la performance et de créer des liens avec le public, une compétence qui deviendra sa marque de fabrique. L'enfance de Renaud, malgré ses difficultés, nourrit en lui un esprit résilient et une sensibilité profonde. L'exiguïté, la solitude et la résistance à l'autorité ont façonné un Renaud avide de liberté, toujours désireux d'utiliser sa voix pour parler au nom de ceux qui n'étaient pas entendus. Ce sont les cicatrices de son enfance qui ont fondé sa carrière musicale, où il a transformé sa douleur personnelle en chansons qui ont résonné dans toute la France. Le parcours de Renaud a débuté par hasard, mais il est aussi le fruit d'années passées à perfectionner son talent dans les rues de Paris. Bien qu'il rêvait initialement de devenir acteur, Renaud a vite compris que la musique était pour lui le moyen d'expression. En 1975, à 23 ans, il a été découvert par le producteur Paul Lederman alors qu'il se produisait dans la rue avec un ami accordéoniste. Lederman, qui s'apprêtait à ouvrir un café-théâtre, le Caf Conque sur les Champs-Élysées, a invité Renaud à s'y produire. C'était la première occasion pour Renaud de quitter les rues poussiéreuses pour une vraie scène. L'ami accordéoniste de Renaud fut alors appelé sous les drapeaux, le laissant seul sur la scène du Caf Conque. Loin de baisser les bras, Renaud décida de se lancer en solo, emportant avec lui ses propres chansons comme Hexagone et Camarades bourgeois, des chansons engagées et engagées. Son style, avec sa voix rauque et ses paroles empruntées au langage populaire, attira rapidement l'attention des jeunes Parisiens, notamment des classes populaires et de gauche. Le Caf Conque servit de tremplin pour que Renaud soit reconnu comme une star de Paname, surnom affectueux donné par les Parisiens à la banlieue. Cependant, les débuts de carrière de Renaud ne furent pas faciles. Il dut faire face au scepticisme des producteurs de musique, qui pensaient que son style rebelle et ses paroles critiques ne réussiraient pas auprès du grand public. Certains qualifièrent même sa voix rauque de « pas assez bonne pour un chanteur professionnel ». Mais c'est cette différence, ainsi que la sincérité de ses textes et sa capacité à créer un lien avec son public, qui permirent à Renaud de se démarquer. Il ne se contenta pas de chanter les injustices sociales, mais raconta aussi des histoires bien réelles, des travailleurs pauvres des cités HLM aux rêves de liberté de la jeune génération. Une figure clé des débuts de carrière de Renaud fut le producteur Paul Lederman, qui non seulement le découvrit, mais l'aida également à signer un contrat avec Polydor Records. En 1975, Renaud sortit son premier album, Amoureux de Paname, un recueil de chansons reflétant la vie des banlieues populaires parisiennes. Bien que l'album ne connut pas un grand succès commercial, il posa les bases du style musical de Renaud, une fusion de folk, de rock et de chansons françaises, avec des paroles poétiques et un langage de la rue.
La persévérance de Renaud et sa foi en sa voix l'ont aidé à surmonter les difficultés initiales, du rejet des stations de radio à ses concerts devant un public restreint. Les qualités uniques de Renaud, son esprit rebelle, sa passion et sa capacité à transformer des histoires du quotidien en chansons intemporelles, lui ont permis de survivre dans un secteur musical compétitif. Il n'était pas seulement un chanteur, mais aussi un conteur, un poète des rues parisiennes, qui utilisait la musique pour défier le système et célébrer les gens ordinaires. Ce sont ses premiers pas qui ont ouvert la voie à l'apogée de sa carrière. L'apogée de Renaud s'étend de la fin des années 1970 aux années 1980, période durant laquelle il devient l'un des chanteurs les plus appréciés de France. L'album Laisse Béton, 1977, marque un tournant majeur, le titre éponyme devenant numéro 1, propulsant le nom de Renaud hors de l'underground vers le grand public. La chanson, dont les paroles utilisent le verlan, une forme d'argot qui inverse les syllabes, raconte l'histoire humoristique et poignante d'un jeune homme qui se fait voler tout dans un bar. L'alliance de la satire, de sa voix rauque et de sa mélodie entraînante a fait de Laisse Béton une icône pour la jeune génération française, en particulier pour ceux qui se sentaient abandonnés par la société. Dans les années 1980, Renaud continue d'affirmer sa position avec une série d'albums à succès tels que Marche à l'ombre, 1980, Morgane de Toi, 1983 et Mistral gagnant, 1985. Mistral gagnant est notamment considéré comme son chef-d'œuvre, avec des paroles poétiques et émouvantes, racontant ses souvenirs d'enfance et son amour pour sa fille, Lolita Séchant. Cet album s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et est également devenu l'un des albums les plus emblématiques de l'histoire de la musique française. Des chansons comme Mistral gagnant, Dès que le vent soufflera et Morgane de Toi n'étaient là pas seulement des tubes, mais aussi des histoires qui touchèrent le cœur du public, des simples ouvriers aux intellectuels. Ce qui distingue Renaud, c'est son style musical et ses textes. Avec sa voix rauque et imparfaite, il apporte une rare authenticité à ses chansons. Il utilise le langage de la rue, le verlan et des anecdotes du quotidien pour créer un style de chanson frais, bien loin des pop stars raffinés de son époque. Il n'hésite pas non plus à critiquer la bourgeoisie, le gouvernement et les politiques militaires dans des chansons comme Hexagone ou Miss Maggie, une chanson controversée critiquant la première ministre britannique Margaret Thatcher. Ce style lui vaut le surnom de chanteur énervant. Mais c'est aussi la raison pour laquelle il est apprécié de ceux qui recherchent l'authenticité dans la musique. L'influence de Renaud ne se limite pas à la musique. Il devient une icône culturelle, représentant la jeunesse rebelle française des années 770 et 880. Il s'implique dans des causes sociales, notamment en fondant l'association Chanteurs pour l'Éthiopie en 1985 pour venir en aide aux victimes de la famine en Éthiopie et en collaborant au journal satirique Charlie Hebdo. Ses concerts, des petites salles comme le Cafconc aux grandes salles comme le Bobino ou l'Olympia, affichaient toujours complet, le public étant captivé par sa sincérité et son énergie explosive. Renaud n'était pas seulement un chanteur, mais aussi un poète, un militant social et un conteur qui a changé le regard des Français sur la musique et la société. Même au sommet de sa carrière, Renaud n'a pu éviter les conflits majeurs qui ont bouleversé sa carrière et sa vie personnelle. L'un des événements les plus marquants de sa vie fut sa longue lutte contre l'alcoolisme, un problème qui a non seulement affecté sa santé, mais a également engendré de profonds conflits dans ses relations avec sa famille, ses collègues et le public. L'alcoolisme de Renaud a commencé à s'aggraver à la fin des années 1980, lorsque les pressions de la célébrité, des tournées incessantes et des difficultés personnelles ont commencé à peser sur lui. Les soirées dans les bars parisiens, où il avait autrefois trouvé l'inspiration pour des chansons sur la classe ouvrière, sont progressivement devenues son refuge face aux pressions de la vie. Au début des années 1990, l'alcoolisme de Renaud le plonge dans une crise.
Il commence à manquer des concerts, à se produire sur scène dans un état instable et même à se disputer avec des producteurs de musique. Un incident notable se produit en 1980. Streskino critique publiquement l'industrie musicale lors d'une interview télévisée, accusant les maisons de disques de ne se préoccuper que du profit et de ne pas respecter son art. Ses propos durs, bien que reflétant la sincérité de Renaud, lui valent le rejet de nombreux producteurs et chaînes de télévision. Il se sent trahi par l'industrie musicale à laquelle il a consacré sa vie. Un sentiment d'injustice qui le conduit à sombrer davantage dans l'alcoolisme et la solitude. Le premier mariage de Renaud avec Dominique Quilicini, la mère de sa fille Lolita Sechen, devient également une source majeure de conflits durant cette période. Bien qu'ils aient inspiré des chansons d'amour intemporelles comme Morgane de Toi, leur relation se détériore progressivement en raison de désaccords sur leur mode de vie et de la pression de la célébrité de Renaud. Le divorce de 1999 fut non seulement une perte personnelle, mais plongea également Renaud dans une profonde dépression. Il confia un jour que la perte de son lien avec Dominique et les fréquents moments d'absence avec Lolita lui donnaient le sentiment d'avoir échoué non seulement en tant que mari, mais aussi en tant que père. Les critiques du public, qui l'aimait autrefois mais le qualifiaient désormais de ivrogne ou de star passée, accentuèrent son sentiment d'isolement. Un autre incident fut le silence suspect de ceux qui l'avaient autrefois soutenu. Après l'album Boucan d'enfer 2002, qui marqua son retour spectaculaire après de nombreuses années d'absence, Renaud réalisa que certains de ses anciens collègues et amis lui avaient tourné le dos pendant ses années les plus difficiles. Il se sentit trahi par ceux qui l'avaient autrefois qualifié de héros de la classe ouvrière, mais qui ne le contactaient plus lorsqu'il avait le plus besoin de soutien. Ce silence, bien que non évoqué ouvertement, laissa une profonde cicatrice émotionnelle chez Renaud, le poussant à s'interroger sur la véritable valeur de la célébrité. Ces conflits n'étaient pas seulement des épreuves personnelles, mais aussi des tournants qui ont façonné Renaud. Ils ont révélé un homme à la fois fort et vulnérable, un artiste qui luttait pour préserver ses idéaux dans un monde marqué par la pression et l'injustice. Ce sont ces années, aussi douloureuses soient-elles, qui ont mis en lumière la résilience de Renaud, alors qu'il tentait de traverser les ténèbres pour trouver la lumière dans sa vie. Après ces années de gloire et ses grands succès, Renaud s'est progressivement retiré des projecteurs à la recherche d'une vie plus paisible, mais tout aussi riche de sens. À la fin des années 2000, après le succès de Boucan d'enfer et des albums suivants comme Rouge Sang 2006, Renaud a décidé de réduire ses apparitions publiques. Il s'est installé dans un petit village près de Paris, où il pouvait profiter du calme, loin du tumulte du monde du spectacle. Cette vie, bien que simple, représentait un changement radical pour celui qui était habitué aux grandes scènes et aux spectacles à guichets fermés. Pendant cette période, Renaud se concentrait davantage sur son rôle de père. Il a passé du temps à tisser des liens avec sa fille Lolita Sechen, devenue chanteuse et auteure de livres pour enfants, et son fils Malone Sechen, né en 2006 de son second mariage avec Romane Serda. Renaud emmenait souvent Malone pêcher, un passe-temps qu'il avait découvert durant ses années plus calmes. Les après-midi paisibles au bord de la rivière, où lui et son fils partageaient des histoires simples, sont devenus une grande source de motivation pour Renaud dans sa lutte contre l'alcoolisme et ses problèmes de santé. Il commença également à écrire de nouvelles chansons, non pas pour les publier, mais pour exprimer ses sentiments les plus profonds. Renaud s'engagea également dans des activités discrètes pour contribuer à la communauté. Il continua de soutenir Charlie Hebdo, le journal auquel il collaborait depuis les années 1970, notamment après les attentats de 2015. Il écrivit plusieurs articles et composa des chansons à la mémoire de ses collègues disparus, comme Hypercatcher, un hommage émouvant. Il s'impliqua également dans des œuvres caritatives, notamment en soutenant les enfants défavorisés des bidonvilles parisiens où il avait trouvé l'inspiration pour ses premières chansons.
Ses contributions, bien que peu médiatisées, reflètent un changement dans la vision de la vie de Renaud, passant d'un chanteur rebelle à un homme en quête de sens dans les choses simples. Malgré son intention de revenir, Renaud ne revint jamais vraiment sur le devant de la scène. Les albums Toujours debout, 2016, et Les mômes et les enfants d'abord, 2019, ont reçu un accueil chaleureux, mais il a choisi de ne pas faire de grandes tournées, en partie parce que sa santé ne le lui permettait pas, et en partie parce qu'il n'aspirait plus à la célébrité d'autrefois. Il a un jour déclaré en interview qu'il se sentait plus heureux en restant fidèle à lui-même, plutôt qu'en cherchant à répondre aux attentes du public. Ce changement n'était pas seulement une retraite, mais aussi un voyage en quête de paix, où Renaud a appris à apprécier les vraies valeurs de la vie. À la fin de sa vie, Renaud a dû faire face à de graves problèmes de santé, en grande partie dus à ses années d'alcoolisme et à un mode de vie difficile. En 2020, on lui a diagnostiqué une bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie qui l'empêchait de respirer et l'obligeait à utiliser une bouteille d'oxygène lors des épisodes graves. Il a également subi une opération cardiaque en 2021 pour traiter une arythmie, une complication due à des années d'abus d'alcool. Ces problèmes de santé ont non seulement affaibli son corps, mais l'ont aussi contraint à affronter de profondes réflexions sur la finitude de la vie. Malgré sa maladie, Renaud a conservé son optimisme habituel. Il a passé une grande partie de son temps dans sa maison provençale, où il a vécu avec Romane Cerda et son fils Malone pendant ces derniers mois. Il s'asseyait sur la véranda, contemplant les champs de lavande, écrivant des poèmes et de courtes pièces musicales qu'il appelait ses petites histoires. En privé, Renaud réfléchit à sa vie, à ses grands succès, à ses erreurs et à ce qu'il souhaite laisser au monde. Il a un jour confié à un ami qu'il n'avait pas peur de la mort, mais qu'il avait peur d'être oublié, peur que ses chansons ne soient plus entendues par la jeune génération. La réaction du public face à l'état de santé de Renaud a été un mélange d'émotions et de regrets. Des fans de longue date, qui ont grandi en écoutant Mistral gagnant ou Morgane de Toi, lui ont rendu hommage en ligne, partageant des souvenirs de la façon dont la musique de Renaud a changé leur vie. De jeunes artistes comme Vianney et Louane, influencés par le style de Renaud, lui ont également rendu hommage en reprenant ses chansons en concert. Cependant, certains jeunes publics sont restés indifférents, ne reconnaissant plus l'influence de Renaud sur une scène musicale moderne, dominée par la pop et le rap. Cette indifférence a parfois donné à Renaud le sentiment d'être oublié, mais il l'accepte comme faisant partie de son époque. L'héritage de Renaud est un trésor à la fois matériel et spirituel. Sur le plan matériel, il a laissé derrière lui 26 albums, des centaines de chansons et des millions de disques vendus dans le monde entier. Des chansons comme Mistral gagnant sont toujours considérées comme des chefs-d'œuvre de la chanson française et ont été utilisées dans des films, des publicités et des concerts. Sur le plan spirituel, l'héritage de Renaud réside dans la façon dont il a donné la parole aux marginalisés, des travailleurs pauvres aux jeunes rebelles. Il a également laissé derrière lui un exemple de résilience, de la capacité à se relever après avoir été abattu, que ce soit par une dépendance ou un échec personnel. L'association caritative qui porte son nom, créée pour soutenir les enfants défavorisés de Paris, témoigne de sa philanthropie, un aspect moins connu, mais profondément significatif. Dans ces dernières années, Renaud a également trouvé du réconfort dans sa relation avec son fils Malone. Il lui a appris à jouer de la guitare, lui a raconté des histoires du Paris des années 1970 et lui a inculqué une passion pour la musique. Ces moments, aussi simples soient-ils, étaient pour Renaud le sentiment d'avoir vécu une vie digne d'être vécue. À sa mort, en 2025, à l'âge de 73 ans, la France était en deuil, mais aussi pleine de gratitude pour ce qu'il avait donné. Renaud Pierre Manuel, ses chants n'étaient pas seulement un chanteur, mais aussi un poète, un guerrier et un être humain avec toute sa beauté et ses défauts.
Derrière l'image d'un chanteur rebelle au bandana rouge et à la voix rauque, se cachait une âme sensible, toujours avide de liberté et de justice. Il a vécu une vie tumultueuse, des jours difficiles dans le 14e arrondissement de Paris, au sommet de la musique française, en passant par les moments sombres de sa lutte contre l'alcoolisme et l'oubli. Renaud était la preuve qu'on peut être à la fois fort et vulnérable. Une étoile brillante, un père et un mari, toujours soucieux de faire ce qui est juste. Rendons-nous justice à Renaud. Avons-nous été trop prompts à le critiquer pendant ses années de toxicomanie, ou trop prompts à l'oublier lorsque sa gloire s'est estompée? L'histoire de Renaud nous rappelle que derrière chaque personnalité publique se cache une personne avec ses rêves, sa douleur et une lutte acharnée pour rester fidèle à elle-même. Souvenons-nous de Renaud non seulement pour ses chansons, mais aussi pour la résilience et la gentillesse qu'il a laissée derrière lui. Apprenons de lui, réfléchissons à la façon dont nous traitons les autres et vivons une vie pleine de passion, comme Renaud l'a fait. Si cette histoire vous touche, partagez-la, afin que l'héritage de Renaud continue